Alors bonsoir à toutes et à tous. On a dit que le cours est dédié Leilou Nishmat Avram Ben Kouka, Kachem Elef Sanishama, parmi les sadikim d'Israël. Et je me permets de rajouter le Raphaïm Zvi Ben Sarah Rosenberg, qui est enterré hier. Alors c'est marqué dans le Rav Dessler. Les Itragel, les habit al Chavero, Beofan, Sheum habit al Atzmou. Il faudrait s'habituer à regarder son ami de la manière dont lui se regarde. C'est-à-dire que nous, quand on regarde quelqu'un, en général, on regarde à travers un filtre qui s'appelle le MOI, le MOI, le moi. Ouais. Et on s'étonne de ne pas comprendre l'autre. En fait, il faudrait s'habituer à regarder l'autre comme lui se regarde. Et c'est compliqué parce que moi, je ne suis pas l'autre. Il dit et pourtant, Kol ha'kaas ve'kol ha'sin'a, il dit Rav Dessler, toutes. Rav Dessler, c'est un anglais, donc a priori, vous pouvez bien comprendre. Bon. Alors, Kol ha'kaas ve'kol ha'sin'a, toute la colère et toute la haine, Amerivot vaktatot, toutes les querelles, Ba'im mishum shekol echad ro'et atzmo b'mabat shone. Ouais, toutes les querelles, elles viennent du fait que chacun se regarde avec une vision qui est différente. Ou mema'en lirot et atzmo be'ene chavero, et qui refuse de se regarder lui-même selon le regard de l'autre. Donc, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il y a un principe qui est que moi, je devrais regarder l'autre, d'accord, comment lui se regarde. Pas comment moi je le regarde. Et à part ça, je dois accepter que l'autre est en train de me regarder. Maintenant, moi, je me bats pour essayer d'imposer à l'autre mon regard de moi-même. Mais je ne peux pas éviter le fait que l'autre me regarde avec son regard à lui. Alors, si c'est ça, et qu'on dit que tous les problèmes, en fin de compte, relationnels, ils viennent de ça, mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant de regarder l'autre comme lui se regarde? D'accord? Et non pas comme moi je le vois. Il dit la logique, c'est que qu'est-ce que c'est la colère, les querelles, toutes les guerres qu'on peut avoir? En vérité, c'est qu'Hachem a créé une anomalie très grave qui donne beaucoup à souffrir, qui s'appelle la différence. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est une grave maladie, très très répandue d'ailleurs, pratiquement tout le monde est touché. C'est que nous sommes tous différents. Et cette différence, elle nous crée des difficultés, d'accord? C'est-à-dire, elle crée, par exemple, la contradiction. C'est quoi la contradiction? Le gars, il n'est pas d'accord avec moi. En général, le gars, il est d'accord avec lui, mais il n'est pas d'accord avec moi. Ouais. Mais ça vient du fait que lui et moi, on n'est pas pareil. Il y a le choc de la différence, encore une fois. Il y a le choc de la difficulté d'adaptation. Tout celui qui est marié, il sait que l'enfer est sur terre. Non, je veux dire... il sait qu'il y a du travail à fournir, d'accord? Que l'autre change. Après, il faut s'adapter à un patron, il faut s'adapter à un client, il faut s'adapter à un voisin, il faut s'adapter. On passe notre vie à se confronter. Et c'est très, très difficile. Pourquoi? Parce que pour se confronter, il faut dépasser des écueils énormes qui s'appellent l'ego, qui s'appellent la bêtise, la psychorigidité, la maroquinerie. Ah, je me répète. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? C'est des difficultés à dépasser, justement, cette limite. La limite de quoi? La limite de la différence. Ouais. Donc, si on fait pas un certain travail pour créer de la sociabilité, d'accord, ce qu'on appelle en hébreu la harvout, d'être méorav, d'être mélangé avec les gens, la vie, ça va être un cauchemar. Parce que lui, il n'est pas d'accord, lui, il pense qu'à lui pour qui il se prend, lui, il m'impose, lui, il me donne son idée, lui, il se croit parce qu'il est patron, l'autre, il se croit parce qu'il est client. Donc, on passe notre vie, en fin de compte, à souffrir de la différence de l'autre. Mais c'est inévitable. Pourquoi? Pas parce que le bon Dieu il a organisé un camp de la souffrance. Non, c'est parce que c'est la différence qui fait grandir. C'est ça le problème. C'est la confrontation qui fait grandir. D'accord? Et bizarrement, plus les gens, on a besoin de leur différence, et plus on a du mal à la confronter. D'accord? Tu as besoin de la différence avec tes enfants. C'est comme ça qu'eux évoluent, que toi tu évolues. Et tu n'arrives pas. Alors un, c'est de la pudeur, l'autre, c'est de la peur. D'accord? La confrontation dans le couple, d'accord? Ben, c'est difficile, j'ose pas lui dire, je sais pas, si je me suis mal pris, si j'ai fait des erreurs, si j'ai fait des lourdeurs, se remettre dans la discussion et de se faire jeter ou d'attraper froid, parce qu'un vent, deux vents, à la fin tu attrapes froid, d'accord? Donc c'est difficile de se confronter, de revenir, écoute chérie, excuse-moi, bon je veux parler, ça m'a échappé, bon je sais que j'ai tort, je sais que tu as tort, mais c'est pas grave, ce qui compte c'est qu'on s'arrange, d'accord? C'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'on est différents. Tu ne peux pas rentrer comme ça dans la vie de l'autre. Ouais, tu rentres dans les toilettes, tu dis, excuse-moi, c'est occupé. Ouais, tu rentres dans la vie de l'autre, c'est compliqué.
Et c'est très très compliqué parce que tu dois pas rentrer dans la tête de l'autre, penser dans la tête de l'autre. Un jour, j'étais avec un couple comme ça, mais je me battais, lapsus révélateur, pour lui dire, mais là, tu es encore rentré dans la tête de l'autre, là. Là, tu es encore en train de penser à la place de l'autre. Là, tu es encore en train de dire, l'autre, elle pense ça, l'autre, il pense ça, l'autre, il veut ça. Mais arrête de vivre la vie des autres. Arrête. Essaye de vivre la tienne. Alors, ça a l'air un peu simplé comme situation, mais si vous mettez le scanner de l'intelligence et que vous regardez autour de vous, vous allez voir que c'est vraiment un virus étendu. Une maladie très très mal soignée. Alors pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, là on a déjà donné plusieurs fois ce schéma, mais comme c'est un principe fondamental, donc on a besoin de le réentendre. Au départ, il y a la Neshama. D'accord? La Neshama, elle est divine. Elle produit une énergie extrêmement puissante. Cette énergie aussi, elle est divine. Cette énergie, quand elle sort de l'âme et qu'elle rentre dans le psychique, dans le nefesh, dans le moi, dans le cœur, dans l'intériorité, à ce moment-là, elle s'appelle Ratson, elle s'appelle volonté. Ça va? Maintenant, puisqu'elle est d'origine de Neshama, donc elle est comme la Neshama, elle est infinie. Mais quand elle rentre dans le jeu, elle rentre dans le moi, d'accord? Du coup, elle va être orientée et limitée par le moi. Ça veut dire que l'énergie de l'âme, elle sort de l'âme, elle rentre dans le jeu. Quand elle est prise en charge par le jeu, elle est prise en conscience par le jeu, on l'appelle en français la volonté. Ça va? Maintenant, cette volonté-là, c'est moi qui va l'orienter, c'est moi qui va lui créer une ouverture pour qu'elle s'exprime, c'est moi qui va lui donner une direction, c'est moi qui va lui donner une connotation. Maintenant, la connotation que je mets à cette énergie, elle s'appelle la personnalité. L'orientation que je mets à cette énergie, elle s'appelle le libre arbitre. Donc maintenant, on se retrouve dans une espèce de paradoxe, c'est que quand je dis « je veux », le « je » c'est moi, mais le « veut » c'est pas moi. Maintenant, attention, encore une fois, je répète, parce que la nuance, elle est fine, et on peut finir apikoros. Apikoros, c'est des gens qui se réunissent pour chanter parce qu'ils sont heureux. Apikoros. Non, c'est pas ça. Donc, apikoros, ce sont des hérétiques, d'accord? Maintenant, comme c'est écrit dans tous les livres, que Haratson Novea Mea Neshama, la volonté vient de l'âme. Donc tu dis, attends, je ne comprends pas, la Neshama, elle est divine. D'accord? C'est comme un espèce de récepteur. Le bon Dieu, c'est un émetteur. Donc si je dis que la volonté vient de l'âme, c'est que moi, quand je veux quelque chose, cette volonté vient de l'âme. Donc je suis un robot. Le bon Dieu, il dicte les choix. Non. Quand on dit que la volonté vient de l'âme, ça veut dire c'est l'énergie de la volonté qui vient de l'âme. Toujours, je vous donne l'exemple du courant électrique. Vous vous rappelez ou non? Levez la main ceux qui se rappellent que j'ai une bonne raison de vivre un jour de plus. Non? Bon. C'est pas grave. Ça fait plaisir quand même. Hein. Amène-moi une corde. Alors, vous vous rappelez jamais, vous réécoutez pas les cours. Il va mourir un jour, attention. Hein. Ouais. Non, c'est vrai. C'est dommage. Mais c'est quoi l'idée? Non, moi je ne parle jamais pour rien. J'ai arrêté quand j'avais 8 ans et demi. D'accord? D'ailleurs, j'étais pas très sociable parce que je parlais jamais pour rien. Et à part ça, c'est que le projet de chaque cours, c'est de vous faire gagner 10 ans. Alors, si vous êtes un peu malin, vous réécoutez les cours, vous prenez des notes. Ouais, au mieux, vous vous soignez. Au pire, vous devenez coach. Mais dans tous les cas, ça ne sera pas perdu. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Vous avez le courant électrique. Quand vous payez l'électricité, d'accord? Vous ne payez pas la fabrication du courant parce qu'il faudrait vous acheter une centrale à 3 millions d'euros. Ouais. Vous achetez, 3 milliards, vous achetez l'utilisation du courant. L'utilisation, ça veut dire que le courant, il arrive jusqu'ici, d'accord? Et vous branchez. Alors, si vous branchez un frigo, ça fait du froid. Si vous branchez une chaîne IFI, ça fait de la musique. Si vous branchez une belle-mère, ça fait une belle-mère branchée. On voit sur ses cheveux, d'ailleurs, qu'elle a passé pink. Ouais. Elle qui se plaignait toujours de ne pas être au courant, ben voilà, c'est fait. D'accord? Maintenant, c'est quoi l'idée? C'est que moi, je suis le jeu, je suis l'homme qui prend la prise et qui branche le frigo. D'accord? Maintenant, le frigo, c'est mon action, c'est ma réalité. L'énergie de ma réalité, de mon action, elle vient de l'âme. Ce qu'on appelle en éthique médicale la vie. Maintenant, cette énergie-là, quand moi, je branche la prise, je vais utiliser ma personne, ma conscience, mon da'at, mon lève, pour emmener cette énergie de mon âme vers mon action. Et c'est ce qui va faire bouger ma vie. Maintenant, quand je mets cette énergie dans la parole, ça s'appelle la conviction. Quand je mets cette énergie dans les choix, ça s'appelle la détermination. Quand je mets cette énergie dans un projet,
s'appelle la motivation. À chaque fois, c'est la connotation vivante que je mets dans un acte. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand quelqu'un meurt, il lui manque rien. C'est vrai, non? Vous avez quelqu'un il meurt. Quand quelqu'un il meurt, il est mort il y a 1 minute. Il a des poumons, il a un cerveau, il a un système sanguin, il a des plaquettes, il a tout, mais il est mort. Tu dis lève-toi, il veut pas. Il faut les voir comment ils sont figés. Ouais. Il se lèvera pas. Il est têtu. Il est presque psychorigide. Ouais. Sauf que le psychique, il s'est arrêté. Maintenant, moi, je parle pas Shalom des morts qui sont morts. Moi, je parle des morts qui sont vivants. Le jour, j'ai jamais su au téléphone, pendant 1 heure, j'ai essayé de lui parler, d'arranger, d'évoluer, de truquer. Et là, bah, vous la connaissez pas, vous avez pris un parti pris, vous l'avez écouté d'abord, mais une tête dure. À la fin, je savais plus quoi dire. Je dis, est-ce que tu sais quelle est la différence qu'il y a entre obstiné et déterminé? Il m'a dit non. Je dis, il y en a un des deux qui est un CON. Tu dois décider, est-ce que tu es obstiné ou est-ce que tu es déterminé? Maintenant, tu dis, mais c'est la même chose. Bah oui, parce que obstiné, c'est un défaut, et déterminé, c'est une qualité. D'accord? Mais c'est quoi une qualité? Une qualité, c'est un défaut qui est bien utilisé. Et un défaut, c'est quoi? C'est une qualité qui est mal utilisée. Une bêche, c'est un outil. Avec, tu peux trouver un trésor dans ton jardin ou tuer ta belle-mère. Ah non, ça marche pas parce que là, tu fais une affaire dans les deux cas. D'accord? Mais j'ai rien contre les belles-mères. Hein. D'ailleurs, la mienne, elle est vraiment spéciale. C'est l'exception qui confirme la règle. D'abord, elle est extraordinaire. Et deuxièmement, elle est inscrite à un club de tir. Alors, donc qu'est-ce qui est marqué ici? Non, j'exagère, la réalité est bien pire. Donc, qu'est-ce qui est marqué? Ici, c'est marqué que cette énergie-là, qu'on appelle le Ratson, vous avez compris donc que c'est la nature de l'énergie qui est divine, mais l'orientation de l'énergie, elle est humaine. Donc, cette énergie, quand elle arrive chez le jeu la prend et l'oriente. Et va l'orienter vers là et vers là, ça s'appelle le libre arbitre, vers le bien, vers le mal, vers le vrai, vers le faux, vers la flemme, vers la lourdeur, vers la dépression, va nourrir sa dépression, ou vers sa simcha, il va nourrir sa joie. D'accord? Chacun, il va décider. Il va mettre cette énergie dans la Torah, elle devient Etzhaim. Oui, il met l'énergie dans la bêtise, elle devient la source de son divorce. C'est juste une orientation de volonté. Maintenant, le problème, c'est que le système qui va permettre cette orientation, le circuit qui va permettre cette distribution, ce qu'on appelle le lev dans le langage des Chachamim, ou le psychique dans le langage profane, il faut qu'il soit construit pour pouvoir accueillir cette énergie-là. Et ensuite, cette énergie, elle va arriver à l'extérieur, exprimée sous la forme de mon moi extérieur, qui va être rendu vivant par cette énergie qui est maîtrisée par mon moi intérieur. Et ça se réalise dans mon acte. Et là, j'ai la réalité. Ça va? Jusque-là, tout va bien? Super. Alors, si vous comprenez ça, alors maintenant, on a un petit problème. C'est que cette énergie-là, elle vient de l'âme. On a dit. Et comme elle est comme l'âme, elle est infinie. Mais le jeu est fini. Donc, on se retrouve avec un jeu fini qui va devoir orienter une énergie infinie. Alors maintenant, après, le problème, ça va être, est-ce que l'énergie va être orientée par le jeu ou est-ce que le jeu va être le but de cette énergie? Vous sentez la différence ou non? Dans la vie, la seule manière de faire des choses grandes, c'est d'éviter d'être petit. Non, ça a l'air débile comme ça, mais que le vrai obstacle à la réussite, le vrai obstacle à faire des choses grandes, c'est le moi. Et le moi est limité. Le moi est petit, le moi est fini. Puisqu'il a un début, il a une fin. Il va mourir. Ouais. D'ailleurs, quel est le deuxième prénom du moi? Capri. Capri, c'est... Vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. Hein. Là, je pense que... Je ne sais pas si c'est la chirurgie esthétique, mais vous avez l'air beaucoup plus jeune que votre âge. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que, en fait, il y a deux manières de faire. Ou le jeu, il va être juste là pour orienter le vœu, ce qu'on appelle le Aikido. Donc, je prends l'énergie et je l'oriente. Ouais. Ou alors, le vœu, il va servir pour mettre en valeur le jeu. Vous suivez ou non? Il est là pour réaliser mon jeu. Il est là pour moi. C'est pour ça que les gens qui commencent toutes leurs phrases par moi, et finissent président. On va par un fromage. Non, parce que le président, c'est un fromage. Et Hollande aussi, d'ailleurs, c'est un fromage. Moi aussi. Mais c'est quoi l'idée? C'est que toute la problématique, elle va être, est-ce que le jeu, c'est le but,
ou le jeu, c'est le moyen. Maintenant, si le vœu, quand je dis je veux, si le vœu, c'est le but, ça veut dire que ton idéal, il est plus grand que ton moi. Mais si le jeu, c'est le but, c'est-à-dire que si tu te fais de ton jeu un but, d'ailleurs on dit tu es un but de toi, ouais. Donc automatiquement maintenant ta vie, elle va se limiter à ton jeu. Alors le problème, c'est que quand toi tu es bloqué dans ton jeu, imagine-toi que l'autre aussi il est bloqué dans son jeu. Et la rencontre des deux jeux, ce qu'on appelle la lutte des égos, ouais, elle vient de ça. Parce que tu as mis ton jeu en avant. Mais si ton vœu était prioritaire sur ton jeu, si ton couple il est prioritaire sur ta personne, si ton projet il est plus grand que toi, si ta cause elle est plus importante que toi, si la Torah elle est plus importante que moi, donc automatiquement ta Torah elle ira à l'infini puisque le vœu il est infini. Par contre, si toi tu te sers du vœu pour être le moteur du jeu, donc c'est le jeu qui est le projet et le jeu il est fini. Du coup tu vas faire des petites choses. C'est dommage. Maintenant, comment on appelle la capacité à projeter le vœu en utilisant le jeu, mais en mettant de côté le jeu? En hébreu, on appelle Messirut Nefesh. Sacrifice de soi. Alors, quand tu sacrifies le moi, en fait, tu enlèves la dernière limite du vœu. Donc, le vœu n'étant plus limité, il peut aller à l'infini. C'est pour ça, d'ailleurs, que les gens qui n'ont existé que pour eux durant leur vie, quand leur vœu s'arrête, puisqu'ils sont morts, et le vœu il vient de l'Aneshama, et ben on ne se rappelle même plus de leur nom. Comment ils s'appellent? Attends, j'ai été à l'enterrement hier, c'est pas possible. Oh là, ils nous invitaient Shabbat. Parce que comme il n'existait que pour le jeu, quand le vœu s'est arrêté, le jeu a disparu. Puisque le vœu n'était là que pour projeter le jeu. C'est comme si tu éteins le projecteur. Donc le diapo il disparaît, tu dis, mais enfin, attends, il y avait une image sur le mur. Oh, c'est magique. Non, c'est pas magique. On a juste éteint l'ampoule. Et l'ampoule, c'est l'âme. C'est pour ça qu'on dit qu'il s'est éteint. Alors déjà que de son vivant, ce n'était pas une lumière, d'accord? Un peu comme une ampoule. Il a claqué. Il a claqué. Ah, il a claqué. Ouais. Mais en vérité, si toi, tu réussis à faire que ton jeu il ne fait pas écran sur ton vœu, ouais, et qu'il a juste pour orienter, comme tu accompagnes la Torah, c'est la Torah qui travaille. Tu accompagnes le Ham Israël, mais c'est le Sro du Tzibour qui travaille. Tu accompagnes ton couple, et c'est ton couple qui va sauver ta personne. Tu accompagnes tes enfants, et tu continues à exister à travers eux. Donc à chaque fois que ta cause elle est plus grande que toi, tu n'es plus limité par toi. C'est dommage parce que ça c'est la fin du cours. Non, je rigole. Non, vous avez compris l'idée ou non? Bon, c'est vrai que ça démarre un peu fort. Bon. De toute façon, le cours est gratuit. Hein. Sinon... Donc si c'est ça, maintenant on arrive à une problématique. C'est que, puisque l'âme est infinie, donc ce qu'elle produit comme énergie, c'est infini. Donc c'est extrêmement puissant. C'est un espèce de tsunami, c'est 150 milliards de pression. Ouais. Si quelqu'un n'a pas un psychique assez puissant pour maîtriser ce débit-là, et qu'ensuite, quand ce débit arrive dans la réalité, il a une énorme volonté qui arrive, mais qui doit rentrer dans un système qui est prêt à l'accueillir. Une canalisation, par exemple. Par exemple, un truc débile. Vous avez un marteau-piqueur qui marche à air comprimé. Il est là, il est posé par terre, il est tranquille. Bien, on dirait ton mari a fait le travail. Il est bien. Et là, vous avez un compresseur. Le compresseur, comme son nom l'indique, est pressé. D'accord? Bon. Et entre les deux, vous avez un tuyau. Maintenant, l'ouvrier, tu dis attention. Quand tu vas utiliser le marteau-piqueur, tu branches d'abord le tuyau au marteau-piqueur qui va amener l'air comprimé et ensuite tu allumes la machine. Ouais. Mais toi, tu es tellement fatigué, tu es au téléphone avec ton cousin, tu n'as pas la tête, tu t'es énervé parce que tu as payé cher. Tu allumes l'appareil et ensuite tu essaies de le brancher au marteau-piqueur. Tu peux pas. Parce que l'air comprimé est trop fort. C'est impossible. Il y a une pression incroyable. Ben, c'est exactement pareil. Si toi, tu n'as pas aménagé le canal dans lequel va se déverser ton énergie, si toi, tu n'as pas un système pour pouvoir orienter les choses, si toi, tu n'as pas une personnalité en face qui est prête à gérer tes excès d'énergie, tes explosions de volonté, donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la réalité, elle va être le théâtre de ta catastrophe, qui n'est que le résultat du fait que le tuyau n'était pas branché avant. D'abord, on se met d'accord, d'abord, on se pose, d'abord, on travaille nos midotes, d'abord, on instaure des règles dans le couple. D'abord, on fixe des objectifs. Et après, on branche l'air comprimé. Parce que l'air comprimé comprime.
Ça s'appelle la pression. D'accord? Ça s'appelle l'incitation. Ça s'appelle rentrer dans la vie de l'autre. Ça s'appelle imposer. C'est difficile l'air comprimé. Et si vous allez dire, mais quel rapport avec l'air comprimé? On ne parle pas d'air comprimé, on parle de volonté. Mais la volonté en hébreu, ben, ça vient d'où? Ça vient de l'esprit. L'esprit, c'est quoi? C'est ruach. Ruach, c'est quoi? C'est l'air. Donc en fait, qu'est-ce que c'est une détermination? C'est de la volonté comprimée. Donc de l'air comprimé. Sur quoi ils volent les avions? Sur l'air. Ça s'appelle un avion à réaction. Et quand tu vois comment le gars il réagit, tu as tout de suite compris que tu as épousé un avion de chasse. Puisqu'elle n'arrête pas de réagir. C'est un avion à réaction. Maintenant, c'est quoi une réaction? Une réaction, c'est qu'il y a l'action et il y a la réaction. La réaction. Moi, quand j'avais 15 ans, un jour, j'ai tapé sur la table, j'ai dit c'est fini. C'est fini. Je n'aurai plus de réaction. Je n'aurai que des décisions. Je sais que c'était un peu jeune, peut-être précoce, mais l'idée, c'est quoi? C'est que quand tu es en réaction, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a agi et toi, tu réagis. Maintenant, puisque toi, tu n'es que le fruit de l'action de l'autre et que l'autre, il est la cause première de ton action à toi, donc toi, tu n'es pas agissant. Tu es réagissant. D'accord? Donc, s'il me fait un compliment, je suis content. Tu me fais un reproche, je suis pas bien. Il pleut, je passe une mauvaise journée. Le client, il me plante, j'ai envie de mourir. Le patron, il me dit que c'est pas ça, bien que j'ai tout fait. Et lui, il me dit, je suis pas content du résultat. Mais lui, il est obligé de dire ça, parce que sinon, tu vas envisager une augmentation, Hazve Shalom. Donc lui, il fracasse, il concasse, c'est normal. Mais toi, tu dis, écoute, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Moi, j'avais fixé un objectif. Tu m'avais fixé un objectif. Moi, je l'ai atteint. Après, il dit, oui, mais j'attendais mieux. En fait, en PNL, ça s'appelle le FTG. Vous avez étudié la PNL? Non? La psychologie analytique? Non? FTG, ça vous dit rien? Foutage de gueule. Donc, quand tu vois que la personne se fout de toi, ou quand toi-même, tu te fous de toi, ça s'appelle que tu es en crise de FTG. Bon, c'est pas de la PNL. Mais j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, donc j'ai une liberté d'action qui est extraordinaire. D'accord? Maintenant, c'est quoi l'idée ici? C'est ça. C'est que la personne, en vérité, elle a besoin de réaliser. Le problème, c'est que cet espace de réalisation, c'est-à-dire là où sa volonté va arriver, il vaut mieux que ça soit aménagé. Il vaut mieux que ça soit préparé. Vous me suivez ou non? Comme à l'école, l'enfant qui n'arrive pas à rester concentré. Donc il s'amuse, il s'embête, il envoie des boulettes. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à mettre le tuyau dans le marteau-piqueur. Alors il le met ailleurs. Alors il dit, bon, il n'est pas concentré, il manque d'attention, il ne sait pas ce qu'il veut, il n'est pas scolaire. Alors il dit, c'est faux. Peut-être qu'il arrive à faire 10 choses à la fois et le prof, il arrive à en faire qu'une. Donc c'est une orientation. Exactement pareil. Les gens, ils veulent parler. Puis, réfléchis avant de parler. Réfléchis avant de signer. C'est une Aston Martin. C'est pas une Renault. Oui, mais elle me plaît, elle est jolie. On dirait James. Arrête, tu vas faire un bond. D'accord? Donc tu réfléchis. Ça coûte très cher avant de signer. Ah, tu dis, non, moi je signe, après je réfléchis. J'ouvre le magasin, après je regarde s'il est bien placé. Je signe au centre commercial et après je vois comment je vais m'arranger pour le Shabbat. Pourquoi? Parce que ta volonté, elle a précédé ton cerveau. Donc tous les systèmes qu'on a, le cerveau, le cœur, tous ces régulateurs en fin de compte de flux, qui doivent faire que normalement, c'est moi qui agis. Sinon, je vais me surprendre moi-même à me rendre compte que c'est pas moi qui agis. D'ailleurs, quand je me fais attraper, la première chose que je dis, c'était plus fort que moi. Je n'étais pas moi-même. C'est-à-dire qu'il y a un truc en toi qui n'est pas toi, qui est plus fort que toi. Combien vous êtes là-dedans? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ah ben dans la bouche, elle se m'a parlé toute seule. Les mots m'ont échappé. Ah, tu confonds rôter et parler, toi. Tu dois être en contrôle. Je veux. Je dis. Je fais. Mais si le jeu, il n'a pas été construit, ou le jeu n'a pas été aménagé, ou la réalité, elle n'est pas adaptée, il va y avoir un débit de vœux très très puissant, puisque la Neshama est infinie, et elle va arriver dans la réalité, et elle va éclater. Comment on appelle ça en français? La colère. La colère, c'est un flux de volonté qui n'a pas été adapté à la réalité ambiante. Donc je m'énerve parce que c'est pas ce que j'attendais, c'est pas ce que je voulais. Ouais, je t'avais dit que je viendrais à 15 h. Je t'avais dit que j'ai besoin de cet argent. Tu m'as déçu. Mais c'est quoi tu m'as déçu? Tu, c'est toi. Moi, c'est moi. Maintenant, moi, je veux vivre.
Et toi, je t'ai condamné à devenir la plateforme de mon existence. Et si tu n'es pas là pour prolonger, pour être le marteau-piqueur qui va accueillir mon air comprimé, je vais faire la gueule. Et je vais m'énerver. Et je vais te faire du chantage émotionnel. Parce que si tu m'aimais vraiment, là, tu sens que tu es en train de attraper un petit cancer, mais bien, comme ça, dans le trou, là, comme ça. Ouais. Le complexe de genre, tu m'aimes pas assez, je t'aime plus que toi. Et ça veut rien dire, chacun il a sa façon d'aimer, ça veut rien dire plus et moins. C'est bizarre. Ouais. Je t'aime plus que toi. Mais je crois pas, moi. Je crois que tu t'aimes plus que tu m'aimes. Parce que je rappelle que pour les 3/4 des gens, quand ils disent je t'aime, ça veut dire que j'aime les gens qui me confirment dans mon idée du fait que j'ai de m'aimer. Vous suivez ou non? Et comme moi je m'aime, et que toi tu me dis je t'aime, donc c'est pour ça que je t'aime. Je t'aime parce que tu me confirmes quand tu me dis que j'ai raison de m'aimer. Et je m'adore. Mais que toi, tu as besoin d'être aimé, mais crève, étouffe-toi, meurs. La preuve, c'est que quand t'arrêtes de m'aimer, je t'aime plus. Donc quand ils ont changé le pâtissier, je change de pâtisserie, puisque c'est pas le même goût. Quand la crémière a vieilli, je prends le fromage ailleurs. Tu dis, mais c'est dégueulasse. Mais vous êtes des fous, vous êtes des malades. Mais c'est ça le problème. C'est parce que c'est pas toi que j'aime. Ce que j'aime, c'est la prestation que tu m'offres. Une fois, une femme, elle vient chez moi, elle me dit, ah mais chérie, je vais divorcer. Je dis, pourquoi? Elle me dit, oui, parce que mon mari ne m'apporte pas ce que j'attends de lui. Je dis, pourquoi? C'est un prestataire. Ils ont des mots, les gens. Mais ils devraient s'écouter parler. Mais écoute-toi parler. Mais c'est normal. Si tu as fait de l'autre un prestataire, du coup, tu as déjà préparé la déception. Parce que la prestation ne va pas toujours être au top. Mais quand tu aimes la personne, pour la personne, eh ben elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, c'est ton mari, c'est ta femme, c'est la mère de tes enfants, qu'est-ce que tu veux maintenant? Ah oui, je comprends, elle a vieilli, j'ai demandé au Rav Cellulite, il m'a dit que c'était pas possible. Attention, hein. Attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, on épouse une femme qui nous plaît pour que le plus tôt possible, on arrive à dépasser sa beauté pour l'aimer pour elle et pas pour son corps. Le problème, c'est qu'on met des années à comprendre que l'homme n'est pas un objet, que la femme n'est pas un objet. Pourquoi il y a les lois de Nida? Tu te sépares de ta femme pendant 15 jours. Pourquoi tu dois la respecter? Pourquoi tu tapes avant de rentrer? Pourquoi tu dois ne pas lui couper la parole? Pourquoi tu dois lui faire de la bonté? Pourquoi tu dois lui faire du respect? C'est justement pour arriver à comprendre que ce n'est pas un objet. Parce que ça, vous voyez, c'est une batterie, d'accord? Une poubelle, je me suis fait avoir à Tel Aviv, d'accord? À l'aéroport. Mais c'est un objet. Donc je la prends, je la pose. Je la prends, t'es pas content, t'es content, t'es pas contente, c'est pareil. Et pourtant, c'est ma source d'énergie. Et c'est un objet. Donc la Torah, elle t'a obligé à dépenser, à dépasser, et dépenser, ma très chère femme, la dimension physique de la personne. Comme toi aussi, tu dois lutter pour ne pas croire que ton mari est une machine à sous, un distributeur, un portefeuille. Oui, même s'il est référé sur barredefer.fr, un site qui a été créé par un originaire d'une certaine ville du Maroc que je ne citerai pas, d'accord? Mais il a été très vite copié par radin.com. Mais c'est quoi l'idée? D'accord? C'est que l'idée que ton mari, c'est pas une machine à sous. Et ta femme, c'est pas de la viande organisée de manière harmonieuse. Non, je suis un peu cru. Vous mettrez la sauce, vous. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réussir à dépasser ça. Mais le problème, c'est que pour dépasser ça, il faudrait que tu arrêtes de regarder l'autre avec ton regard à toi. Parce que si tu es un consommateur, donc tu vois une prestation de service. Mais si toi, tu regardes l'autre pour la personne elle-même, donc tu vois quel est son besoin, au lieu de regarder quels sont tes droits. Donc ça change complètement la vie. Parce que rappelez-vous, je m'excuse de le dire à des gens de votre âge, mais rappelez-vous que quand tu tires la couverture, l'autre a froid. Quand l'autre tire la couverture, toi, tu as froid. Donc quand les deux tirent la couverture, les deux ont froid. Ça s'appelle le mshanef. Ça s'appelle le blata. Ça s'appelle le starbo. Il n'y a pas. Viens chérie, viens, on passe chape, attention.
Le mec, tu dis, un torticolis, celui-là, c'est pas possible. C'est ça le problème. Ça s'appelle ça la psychorigidité. D'accord? Mais qui c'est qui t'a rentré là-dedans? Tout seul, tu l'as fait. Tout seul. Tout seul. Parce que juste au départ, tu as tourné le miroir du mauvais côté. Au lieu de le tourner vers l'autre, tu l'as tourné vers toi. Et le miroir, d'un côté, c'est un miroir, de l'autre côté, c'est une planche. Donc quand l'autre, il voit une gueule de bois, et toi, tu vois un miroir, tu t'étonnes de ne pas comprendre l'autre, mais tu regardes l'autre à travers toi, ça ne marchera jamais. Alors, tu vas dire, ou alors à ce moment-là, faut s'annihiler, faut plus exister, alors on n'est plus rien, on est des serpillères, on est des mauviettes, on est des lavettes. J'adore les orgueilleux quand ils s'énervent. Alors écoute-moi bien, JH2. C'est jeune Hamal au carré. Tu t'aimes tellement que même quand tu auras fini de t'annihiler psychologiquement, il restera assez de moi pour t'enorgueillir. Parce que même la Torah, elle a dit Ve'afta l'ereacha kamocha. Tu sais, quand on est trois et que tu coupes le gâteau, c'est rare que tu coupes deux parts. Tu dis, mince, j'ai oublié la mienne. Et s'il reste une seule bouée et qu'il y a deux personnes qui sortent du Titanic, crois-moi que l'autre, il va mourir. Mais il raconte, il va mourir. Parce que toi, tu ne vas pas t'oublier, toi. Donc, n'aie pas peur. Même si tu peux preuve de modestie, même si tu te dépasses, même si tu te sublimes, même si tu mets l'autre en avant, même si tu lui fais respect, t'en fais pas. Il restera assez de moi pour t'enorgueillir. Il y en aura assez encore. Mais si tu n'as rien donné à l'autre, tu as tout orienté pour toi, tu as pris toute la place dans la maison, ne t'étonne pas que tous les enfants ils sont asthmatiques, puisque tout l'air de la pièce, c'est toi qui l'absorbe. Et ils font comme ça, ils font. Mais soit il y a un gars comme ça, il est venu, très très coléreux, mais coléreux. Il te mettait une électricité statique, tu pouvais allumer une allumette en verre comme ça. Mais écoutez, je suis en colère, écoutez, je suis coléreux. Ok, je suis coléreux. Bon, c'est mon caractère, hein. Mon père l'a supporté. Je dis, mais votre mère s'est pendue. C'est vrai. Bon, c'est vrai. Bon, mais c'est mon caractère, hein. Et puis, je suis pas tout le temps en colère. D'accord. Je suis pas tout le temps en colère. Il y a des moments quand même où je suis calme, hein. Reconnais-le. Hortense. Oui. Elle parle plus, elle 21 ans de Prozac. Je suis pas tout le temps en colère. Je dis, c'est vrai, vous n'êtes pas tout le temps en colère, mais vos enfants, ils ont tout le temps peur. C'est ça la logique du terroriste. Il ne met pas une bombe tous les jours. Il en met une de temps en temps. Mais entre deux attentats, la personne, elle a peur puisqu'elle est dans l'attentisme du prochain attentat. Vous me suivez? Je dis, parce que tu peux m'expliquer, je lui dis, regarde, tu peux m'expliquer que sur 7 enfants, tu en as 6 qui sont asthmatiques. Il y a des antécédents dans la famille? Non, non, personne. Je dis, parce que tu leur bouffes l'air. Tu ne les laisses pas respirer. Parce qu'elle a dit que l'air, ouais, ça représente la volonté. La neshima, c'est l'âme. La respiration, c'est la neshima. La neshama, c'est l'âme. Et la volonté, elle est produite par l'âme. Donc si toi, ta volonté, elle prend toute la place. Donc s'il y a 20 mètres cubes dans une pièce, et qu'on est deux, il y a chacun un droit à 10 mètres cubes. Mais quand tu te mets en colère, tu prends 19 mètres cubes. Donc l'autre, qu'est-ce qu'il fait, l'autre? Il cherche l'air. Tu m'étouffes. Tu m'empêches de respirer. Maintenant que je t'empêche de respirer parce que je te gueule et je t'insulte, ouais, ou que je t'empêche de respirer parce que je t'étouffe, j'ai besoin de toi. Faut que tu sois là pour moi. Tu sais combien je t'aime. Tu sais que je vais pas m'en sortir. Je te survivrai pas. Donc l'autre, elle va mourir. Elle dit, mais meurs avant, comme ça j'aurai quelques temps de tranquillité. Mais c'est quoi cette idée-là? C'est que ton jeu, il prend toute la place. Et ça, il faut apprendre très très vite. Ce qu'on appelle les règles du jeu. Parce que si tu ne les connais pas, c'est ton jeu qui va détruire ta vie, c'est ton jeu qui va détruire ta famille, c'est ton jeu qui va détruire ta relation avec le divin. Parce que j'ai déjà expliqué 1 million de fois, mais les gens ne comprennent pas que le mot Dieu et le mot veut se ressemblent. Le mot jeu et le mot Dieu. D'accord? Écoutez bien les gens quand ils parlent. Ouais. Si Dieu veut, je fais ce que Dieu veut. Maintenant, si ton jeu est devenu ton Dieu, ce qu'on appelle l'orgueil, ouais, tu vas avoir du mal avec le bon Dieu. Parce qu'il n'y a pas la place pour Dieu. Il n'y a pas. Et sa présence, elle est conditionnée par ton absence. Donc, plus tu vas être en retrait, et plus il va être présent. Maintenant, si tu prends toute la place, c'est pas la peine de t'offusquer et de dire, eh ben, quand j'ai eu besoin de lui, il n'était pas là. Mais il aurait voulu intervenir.
Mais il n'y avait pas de place, parce que tu prenais toute la place. Je maîtrise, je veux, je crois, je dis, j'impose, je paye, j'ai l'argent. Donc quand le bon Dieu est venu, bon bah qu'est-ce que je fais pour la leucémie du petit? J'assure, je gère, je paye. Eh ben il est mort. Parce qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas payer. Et d'ailleurs, si vous remarquez bien, les choses de valeur ne se payent pas en liquide. Essayez d'acheter de l'honnêteté. Essayez d'acheter de la pudeur. Essayez d'acheter un passé. Je ne parle pas des hommes politiques, ça c'est autre chose, c'est de la com. D'accord? Mais essayez d'acheter de l'intelligence. Essayez d'acheter de la finesse. Ça ne marche pas. Donc les choses de valeur ne s'achètent pas. Et les diamants, diamant, c'est une valeur quand même. Une vraie belle montre à 180 000 euros, c'est une valeur. Je crois pas. Parce que, tu vois, quand un gars il est mort, ouais, même s'il est mort avec une montre à 180 000 euros, il est mort. Maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'il est mort à la bonne heure? Et c'est vrai. Tout le monde connaît ce président égyptien qui lui aussi n'a pas échappé à sa date. Ben, c'est le même principe. C'est est-ce que la personne, elle va réussir à comprendre que le jeu, c'est un outil, c'est pas un but. Et que le vœu, il doit être prioritaire sur le jeu. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Ou alors, si on s'annule à sa cause, alors on n'existe plus. Mais non, puisque je te dis que la comète, elle emmène des poussières avec elle. Ok, t'es pas la comète, mais la poussière, elle a voyagé grâce à la comète. Donc quand toi, tu vas t'accrocher à la Torah, tu sais pas où la Torah va t'emmener. Quand vous deux, vous vous accrochez à votre couple, au lieu de vous accrocher à votre intérêt, moi, ma famille, ma race, t'habites chez moi, c'est mon lit, c'est moi qui a payé. Alors le moi, le je le tue, le je le tue, le je le tue, mais le je te tue. Ce qu'il faut, c'est le nous. Et le nous, c'est une grande question. Est-ce que le nous, c'est toi et moi, et le nous, c'est ni toi ni moi? Si le nous, c'est toi et moi, on est foutu. Bah oui, parce que la meilleure manière de créer une communion, c'est de mettre en avant deux individualités. C'est pour ça qu'on dit que pour créer un amour commun, il faut tuer deux amours propres. Moi, tu dis, je tue personne. Moi, je suis comme je suis. T'as qu'à m'aimer comme je suis. Alors, retourne chez ta mère. Parce qu'elle est condamnée à t'aimer vu que t'es sorti de son ventre. Bien que je pense que t'es sorti d'ailleurs, mais ça, je peux pas le dire. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est que si on dit que le couple, c'est toi et moi, on est foutu, puisque c'est les individualités qui tuent le couple. Alors tu vas dire, donc le couple, c'est ni toi ni moi. Tu dis, alors si c'est ni toi ni moi, c'est qui? Alors je t'explique. Le ni moi, c'est que la partie égoïste et orgueilleuse qui est chez toi, tu l'as exclue. Ça s'appelle le ni moi. Et toi, la partie orgueilleuse et égoïste de chez toi, tu l'as exclue. Ça s'appelle le ni toi. Donc le ni toi et le ni moi, ouais, ils vont créer le vrai moi et le vrai toi. De la manière que la modestie, au contraire de t'annihiler, elle révèle ce que tu es vraiment, ta valeur. Alors que l'orgueil, c'est une carapace. L'orgueil, c'est un décor. L'orgueil, c'est une image. L'image, le costume, c'est fait pour faire du théâtre. Dans la commedia dell'arte. Donc, c'est pas vraiment toi-même. Parce que tu passes ta vie à faire du cinéma. Comment tu sais que tu fais du cinéma? Comment tu sais? Parce que tu stresses. Et c'est quoi le stress? Le stress, c'est le malaise créé par la distance entre la personne que tu montres et la personne que tu es. Donc si tu stresses, c'est que tu n'es pas toi-même. Et comme tu n'es pas toi-même, c'est parce que tu es mal dans ta peau. Puisque ta peau, elle a 35 ans et ta personne, elle a 14 ans. Et quand on demande à un enfant de 14 ans de prendre une décision de 35 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il fait pipi au lit. Et il fait caca sur lui. Je t'oblige à cause de la rime. Mais pourquoi tu te mets dans un état pareil? Pourquoi tu stresses? Pourquoi tu t'angoisses? Pourquoi tu as des boutons partout? J'arrive pas à ça. T'es mal dans ta peau. Mal dans ta peau, ça veut dire que la distance entre toi et toi, qui est séparée par la peau, est trop grande. Donc tu as une peau épaisse et un moi petit. Par contre, si tu augmentes le respect de toi, la connaissance de toi, la maîtrise de toi, la confiance en Dieu, la confiance dans la vie, donc ton moi il devient de plus en plus grand, et ta peau de plus en plus fine. Et quand ta peau, elle devient à peine une couverture, une pellicule extrêmement fine. Vous savez combien ça fait l'épaisseur de la couleur d'une voiture? La peinture. Combien? Il faut sortir un peu. Il n'y a pas que la yeshiva. Alors
orthodoxe. C'est 1 micron. La peinture, c'est 1 micron. D'accord? Donc c'est dommage d'acheter une bagnole pour la couleur. Ah, je veux la rouge. C'est pas une Majorette, c'est une Porsche. Bon, c'est pas grave. D'accord? Donc en fait, la couleur, c'est l'extérieur. C'est la pellicule superficielle qui définit la superficie. Ouais. Mais le moteur, la carburation, les 450 chevaux, le 5 litres de carburation, ça, c'est une bagnole, ça. T'appuies, tu sens qu'il y a un lion en dessous. Ouais. Ou tu fais... Ça, c'est une hybride Renault. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? C'est que si toi, tu as un gros moteur, la couleur, c'est pas grave. Elle fera pas écran. Mais si toi, c'est la carcasse qui est très très épaisse, ça veut dire que ton être intérieur, il est fragile. Parce que pourquoi le mec, il est obligé de mettre une cuirasse? Ben parce qu'il est petit. Pourquoi il est obligé de mettre 50 systèmes de protection? Parce qu'il est fragile. Parce que si tu as 15 voyous qui attaquent un gars, et que le gars, il se met en maillot de bain, il dit allez-y, il y a 2 solutions. Soit il est fou, soit il va tous les tuer. Ça, c'est un grand maître japonais qui avait enseigné ça. Il y a un gars, il est rentré comme ça dans un, je sais pas, comme une école de karaté ou de je sais pas quoi. Il a dit, c'est qui votre maître? Il a dit, qui tu veux, toi, on ne te connaît même pas. C'est qui? Il a dit, c'est lui. Il va chez lui, il dit, je te mets au défi de te battre. Tous les autres, les élèves, ils s'excitent tous. Quoi, où il est? Laissez-nous faire, hein, monsieur, maître. On va le massacrer, on va le découper en morceaux, on va en faire un riz pané. Le gars, il dit non, il m'a mis au défi, je relève le défi. Donc le maître, il s'est préparé. 64 katas, imagine le niveau de kata. Ouais, il est prêt. Et l'autre, il se met comme ça, puis d'un seul coup, il fait 2 minutes. Il s'allonge et il dort. Il dort. Il dort, il ronfle. Les élèves disent, quoi? C'est quoi cette offense? C'est quoi cette chutzpah? Le gars, il dort devant notre maître. Et le maître, il dit, celui-là, c'est mon maître. Comment il me provoque à moi? Je suis le maître de toute la truc et il arrive à dormir. Mais quel niveau de sérénité intérieure il faut avoir? Quel recul il faut avoir pour être capable de stresser toute la semaine parce que tu gères 500 000 employés et de faire un Shabbat de détente comme si tu étais retraité depuis 21 ans. C'est quoi cette sérénité? Ouais. C'est quoi cette sérénité du gars qui est extrêmement déçu parce qu'il vient d'apprendre que son fils a fait une très grosse bêtise, ouais, à l'école, et qui a envie de le tuer, qui a déjà prévu le sac en plastique, le clou, les marteaux, tout, et qui se retourne et qui fait comme ça, il fait. Et on revient, il dit, bon allez, Jérémy, viens, il faut qu'on parle. Il ne sait pas qu'il s'est passé quelque chose à l'école. Comment il a fait ça? Comment il a fait? Parce qu'il est en maîtrise de son flux existentiel. Ça s'appelle Shlitat Haratzon. Il a la maîtrise de la volonté. Mais alors, il aurait pu sortir la volonté en explosion. Il aurait pu faire la colère. Il aurait pu faire la haine. Il aurait pu faire la vengeance. Ouais, il aurait pu rentrer dans un délire, dans une saga 19 générations de destruction. Ouais, il aurait devenu un serial killer, un violeur en série. Il aurait pu tout faire. Il a dit non. Annie Cholette, je maîtrise. Ouais. Et ça, en vérité, c'est la définition de la vie. Bah oui, parce que la vie, tu la contiens. Maintenant, quand tu la maîtrises, tu te l'attribues. Mais quand ta vie te maîtrise, c'est que toi, tu es mort. Donc quand tu dis, la colère était plus forte que moi, les mots ont dépassé ma pensée, ce n'est pas ce que je voulais dire, bien sûr que je savais qu'elle était mariée, bien sûr que je sais que je suis marié, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Une espèce de poussée équatoriale, la partie la plus chaude du corps, très éloignée du cerveau d'ailleurs, ouais, sauf pour ceux qui ont fait un transfert d'hémisphère. D'ailleurs, ils pensent comme une... Je ne l'ai pas dit. Mais tu n'as pas réfléchi, mais tu es malade. Elle est mariée. C'est une Bat Israël. Elle a 6 enfants. Toi, tu en as 4. Vous êtes tous les deux religieux. Tu n'as pas trouvé autre chose que de dormir avec elle. Ouais, mais tu sais, hein, quand tu es sur le moment même, c'est hyper dur. Parce que c'est plus fort que toi. Et tu dis, c'est elle, c'est la femme de ma vie, c'est mon âme sœur. En plus, tu sais que son mari est tireur d'élite. Il est douve des vanités. On va même pas retrouver ton corps. Peut-être.
une trace ADN à Istanbul. Bligné d'air. Ah bah qu'est-ce que je suis, j'ai pas réfléchi. Et c'est ça qu'on te reproche. Ou alors le pire de tout, j'ai pas fait exprès. Alors je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est-à-dire les enfants, que quand quelqu'un n'a pas fait exprès, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir pas fait exprès. Il dit bah justement, j'ai pas fait exprès. Oui, mais tu as fait exprès de pas faire exprès. Je dis non, la vérité, j'ai pas fait exprès. Je te dis, tu as fait exprès de pas faire exprès, toi. Bah oui, parce que quand tu es négligent, ouais, la négligence, c'est quoi? C'est l'absence de toi. Mais le choix de l'absence de toi, c'est toi. C'est pour ça que Rav Yehucham Halevi, il dit Bechol shogeg yesh mezid. Dans chaque involontaire, il y a un volontaire. Parce que tu as volontairement été involontaire. Par exemple, si tu n'apprends pas les lois du Shabbat, tu as volontairement transgressé Shabbat. Tu dis non, mais je n'ai pas fait exprès. Mais nul n'est censé ignorer la loi. Donc quand tu n'as pas fait attention à développer le respect de l'autre, naturellement, tu vas l'insulter. Après, tu dis ça m'a échappé. Mais ça n'a pas échappé avec le flic. Ça t'a pas échappé avec le client. Pourquoi ça t'a échappé avec la mère de tes 5 enfants ou avec ton mari? Parce que tu n'as pas développé le respect. Et bien, quand tu ne fais pas tout pour que ça n'arrive pas, c'est comme si tu as tout fait pour que ça arrive. C'est ça les dommages. Shmiratan alecha. Ouais. La mitzvah, c'est de protéger, c'est de garder. Si tu ne gardes pas, l'animal s'échappe. Si tu ne gardes pas, l'animal s'échappe. Si tu ne gardes pas, l'animal s'échappe. Et quand l'animal s'est échappé... C'est pour ça qu'il va falloir quelqu'un de connaître son adresse. Tu sors du boulot, tu rentres chez toi. Si tu te mets aéré dans les rues, quand l'adulte erre, l'enfant paraît. D'où il vient? Il est né le dimanche. D'accord. Donc c'est marqué ici qu'une personne, elle est en maîtrise. Je vais au travail, je dis ce que je pense, je donne la meilleure prestation possible, je fais la Hamida, je fais le Birkat Amazon, je mets les téfinines à tes souhaits. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire... Ça va? T'es c'est pas trop non plus. Bon. En tout cas, en dehors du cadre du travail. D'accord? Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué, vous avez compris, qu'en fin de compte, une personne, c'est une énorme volonté avec un système d'orientation. Et il faut que ça reste comme ça. Il faut que le jeu, il soit secondaire par rapport au vœu. Et tu vas réussir, n'aie pas peur. Il faut que ton couple, il soit prioritaire sur ta personne. Il faut que la Torah, elle passe avant ton intérêt personnel. Ouais? Il faut que tes enfants, ils soient au-delà de tout. Il faut que l'honnêteté, elle soit plus importante que la cupidité. Donc à chaque fois que ton idéal, il sera plus grand que ta réalité, ton idéal va se réaliser. Mais si tu dis, écoute, l'idéal, c'est bien pour, hein, d'accord, mais il faut être pragmatique, il faut être concret, d'accord, et puis l'argent, on en a besoin, bah, tu sais quoi, ta sœur, elle a 2 reins, t'as qu'à en vendre un rein. De toute façon, on peut vivre avec un. Tu dis, mais t'es pas malade, je ne vais pas vendre le rein de ma sœur. Ok, mais quand tu plantes un client, le mec, il va attraper une maladie des reins. Du coup, tu lui as volé les 2, toi, à cause du stress. Donc toi, tu te mets à sa place, tu dis, écoute, c'est ses économies, je sais que le placement, il est pourri, je ne le conseille pas. Je dis, attends, mais c'est sur les placements pourris qu'on gagne le plus. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai donné 2 placements qui étaient bien pour le client, j'ai eu un blâme de la banque. On sait comment fonctionne le système. Mais toi, après, tu décides si tu vas avoir le chauffage gratuit pour l'éternité, ce qu'on appelle l'enfer, ou si tu veux dormir la nuit. La nuit, tu dis, je dors. La nuit, je dors. On dit en français, j'ai la conscience tranquille. Et bien, pour que tu aies la conscience tranquille, il faut que tes idéaux, il faut que tes principes, il faut que ta halakha, elle soit prioritaire sur ton jeu. Si tu as du mal à le faire, fais attention, parce que toute ta vie, tu vas fuir les rendez-vous qui vont te rattraper les premiers. Je traduis. Ce qui nous rattrape d'abord, c'est ce qu'on fuit. Puisque c'est la faiblesse du faible qui fait la force du fort. Donc c'est la faiblesse de ta personne qui donne la force au Yetzirah. C'est la fragilité de ton couple qui prépare la catastrophe. C'est le manque de confiance dans l'enfant qui fait qu'on a abusé de sa gentillesse. Donc tu vois bien que tout le principe il est-ce que l'idéal est fort, ce qu'on appelle en français les valeurs, et très très tôt, il faut que tu décides, est-ce que ce sont les valeurs
qui compte ou les valeurs. Maintenant, fais attention parce que si tu as donné à tes enfants des valeurs, ils vont avoir du mal à avoir des valeurs. Par contre, si tu leur as donné des valeurs, ils comprendront que dans la vie, il y a des valeurs, et ils sauront qu'est-ce qu'il y a vraiment de la valeur. C'est les gens de valeur. Et les gens de valeur, bizarrement, on ne peut pas les acheter avec des valeurs. Maintenant, ça, encore une fois, c'est pas de la théorie. C'est du vécu. C'est quelque chose qu'il faut décider très tôt et qu'il faut pratiquer à plein temps. Parce qu'à chaque seconde, tu peux basculer. Tu peux rebasculer dans le jeu, tu peux rebasculer dans l'orgueil, tu peux rebasculer dans l'intérêt en 3 secondes. Tac, comme ça. C'est pour ça que quand on envoie une fusée sur la Lune, ouais, la NASA, malgré son nom, recalcule la trajectoire tous les centièmes de seconde. Au bout d'un moment, tu dis, attends. Le mec qui pilote la fusée, il était pilote de chasse pendant 14 ans. On lui demande d'aller sur la Lune. La Lune, elle est énorme. Tu ne peux pas la rater. À quoi ça sert de mettre un pilote automatique géré par 120 ordinateurs? Le mec, il a la Lune devant lui, il va y aller. Pourquoi tu as besoin de recalculer la trajectoire? Vous savez pourquoi? Parce que plus la distance est grande, plus l'écart de degrés provoque une redirection. Vous me suivez ou non? Donc quand tu veux aller très très loin, il faut que tu recalcules ta trajectoire. Il faut que tu réobjectives tes choix. C'est pour ça qu'un homme doit étudier la Torah toute sa vie. Tu dis, j'ai étudié quand j'étais jeune, grâce à Dieu. J'ai fait l'école juive, j'étais à Sinaï, j'étais à Maïmonide. C'est bon, je suis un bon juif, j'ai une identité, je mange un falafel tous les ans à Natania, en souvenir. Tu étudies à 10 ans, tu étudies à 20 ans, tu étudies à 30 ans, tu étudies à 40 ans, tu étudies à 50 ans, tu continues à étudier. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est un repère. Et le jour où tu lâches les repères, les Chachamim, ils disent, quand le Yitzhara, il vient et que tu sens que tu vas fauter, tu es vraiment là, devant la Avera. Parce que tu as compris que la bonne n'est pas la mauvaise. C'est compliqué. Alors on dit Maskirilou Yomamita. Tu te rappelles du jour de la mort. Tu penses à la mort, comme ça, tu dis, la mort, je vais être devant, comme ça. Il va dire, ah papa, quel sadique, et toi tu vas dire, ah là là, la bonne, la voisine, la secrétaire, les enfants du voisin, qui sont les biens. Et là, tu vas te sentir mal. Donc le mieux pour ne pas avoir des choses à regretter, c'est de ne rien avoir à regretter. C'est le plus simple. Ouais. Sinon, tu vas mourir de ton vivant. Parce qu'on meurt une fois normalement. Mais comment on appelle mourir avant la mort? Ou mourir à part la mort? Vous savez pas comment? Le remords. Tu remords. Tu remords à nouveau. Donc tu dis, je veux pas remourir. Je veux pas. Ouais. Donc je veux pas regretter. Je veux même pas réparer. Parce que je veux pas casser. Je veux faire des choses propres, nickel, bien. Moi, j'ai travaillé très très dur entre l'âge de 14 ans à peu près et l'âge de 19 ans pour ne pas faire de brouillon. Donc, je faisais les dissertations sans brouillon. Dissert d'histoire, dissert de géo, dissert d'éco, dissert de philo sans brouillon. Au bac, c'est quoi le sujet? Comment on peut envisager que l'école soit l'école de la liberté, l'apprentissage de la liberté, alors qu'elle est remplie de limites? C'est ça le sujet. J'ai appelé Cyril, je lui ai dit, c'est l'Arnouna, d'accord? Donc, j'ai pris un papier et j'ai écrit tac, 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 tac. Au bout de 2 heures, je ne dis pas ça pour frimer, pour vous montrer que quelqu'un peut faire quelque chose avec sa tête quand il l'utilise de manière régulière, plutôt que pour digérer, parce qu'il y en a qui gèrent, il y en a qui digèrent. Vous êtes vraiment blata ce soir. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Vous me suivez ou non? Maintenant, l'acuité intellectuelle que vous mettez à éviter de rater la prochaine blague, elle développe votre puissance de concentration et moi, je peux, grâce à ça, augmenter le débit d'enseignement. Mais si déjà les blagues, vous ne les comprenez pas, calva à mort, les enseignements. En plus, j'ai un débit quand même. Donc, c'est quoi l'idée? Parce que là, parce que j'ai atterri hier midi de Los Angeles. Donc, j'ai la tête un petit peu... Et Shabbat d'avant, j'étais à la Guadeloupe. Et Shabbat d'avant, j'étais en Israël. Donc, je suis un petit peu... Mais ça va. Il me reste encore un peu d'énergie. Donc, je vous disais que j'avais très grande ambition de ne pas faire de brouillon.
Et d'ailleurs, si vous avez déjà fait des dictées, vous avez fait des dictées à l'école, non? Vous vous rappelez les dictées? Voilà, c'est quoi une dictée? C'est un professeur qui est en train de dicter, d'accord? Les oiseaux perchés et sur la branche. Ouais. Et toi, t'écris. Alors, c'est quoi la dictée? Le prof, il dicte, toi, t'écris. Maintenant, quand t'écris, t'es censé écrire ce qu'il dit, d'accord? Maintenant, tu as écrire en phonétique, écrire en français, détacher les mots, respecter les règles de vocabulaire, les règles de grammaire, les règles d'orthographe. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en général? On l'écrit, après il dit « Relisez s'il vous plaît votre dictée ». Tu vois qu'il y a des erreurs. Après tu dis « J'insiste sur la deuxième ligne, Benoît ». Ok, on sait que c'est son cousin. D'accord. Donc, et là, il se rend compte qu'il a mis 3 H au verbe manger, donc il comprend qu'il y a un problème. Peut-être parce que justement, il a trop mangé du H. D'accord. Donc, et après, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait une rature. Après, il met du typex. Et après, il dit, monsieur, est-ce que je pourrais écrire la dictée parce qu'elle est tellement retouchée qu'elle est vraiment moche. T'as compris ou non? Alors pourquoi moi, est-ce que je voulais pas faire de brouillon? Pourquoi? Parce que je voulais pas que mon premier mariage, il soit le brouillon de mon deuxième. Je voulais pas que les grands-enfants, ils soient le brouillon des petits. Je voulais pas que les 4 premiers dépôts de bilan, ils me servent à tirer la conclusion que c'est bien d'avoir une compta. Ouais, de pas faire au black et de facturer comme il faut. Ouais. Donc, je voulais pas que la première partie de ma vie soit le brouillon de la deuxième. Je voulais pas. Donc, j'ai travaillé pour qu'il n'y ait pas de brouillon. Ça s'appelle l'acte précis, le geste précis, l'investissement, éviter les obstacles, enlever toutes les sources d'empêchement, maintenir une perpétuité d'existence, maintenir le mouvement existentiel, mettre en place une perpétuité positive de réalisation. C'est ça qui fait que le mouvement se perpétue. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils cassent, ils réparent, ils s'excusent. Ils recommencent, ils prennent conscience, ils se prennent la tête. On les menace, ils réfléchissent, ils reçoivent de l'avocat, il se met à aimer sa femme, son adultère est découvert, il découvre qu'il adore sa femme. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas faire des ratures, du typex? Jusqu'à quand tu vas faire des brouillons? T'en as pas marre? T'es pas fatigué? Vous allez me dire, bah, c'est pour ça que la vie elle est longue peut-être, comme ça on a le temps de faire plusieurs brouillons. Mais moi je le vois, moi, dans ma petite expérience de quelques milliers de personnes par an, des fois, j'ai l'occasion de leur dire aux gens. Il me dit, ouais, j'ai divorcé, j'ai rencontré quelqu'un. Je dis, mais t'as bien relu ta copie? Il me dit, non, mais de toute façon, c'était une folle, c'était une malade. C'est ce qui se ressemble, ça semble. Toutes les poubelles ont leur couvercle. Donc, pour réussir un deuxième mariage, il faut d'abord réussir un premier divorce. Maintenant, si tu es sûr que l'autre a complètement tort, ne t'étonne pas qu'avec la deuxième, tu dis, écoute, j'ai exactement les mêmes problèmes. Je suis maudit ou quoi? Je dis, maintenant, tu les attires. Et c'est pareil, toi, dans le business, tu fais des embrouilles. Genre, tu mets la grand-mère, elle est morte à Augedan en 42, tu la mets gérante. Mais non, elle ne peut pas être gérante de fête. D'abord, parce qu'elle était très angoissée comme fille, donc c'est pas du tout la genre de fille à faire la fête, d'accord? Et donc, tu vas avoir des problèmes avec la brigade financière. Fais un truc propre. Tu déposes le cabis, tu mets le capital, tu factures à ton nom, tu fais bien avec la banque. Fais propre. C'est comme les gens ils achètent un ordinateur. Bon, à l'époque, c'était plus compliqué, il fallait installer Windows. Un mec, il appuie. Next. Ah, vite, il va voir apparaître le RA. Ouais. Après, je comprends pas, je connais pas l'imprimante. C'est-à-dire que le modem, il marche pas. J'arrive pas à accéder à Internet. Le mec, il dit, mais comment vous avez installé Windows? Est-ce que vous avez mis tous les drivers? Est-ce que vous avez redémarré l'ordinateur? Eh ben, c'est exactement pareil. Est-ce que dans ton couple, tu as installé Windows, toi? Non. Alors, les engueulades, les nerfs, pas de communication, pas de solidarité, culture de l'égoïsme, violence, haine, transfert chez les beaux-parents, à tout bout de champ, t'es pas content, je me casse. Ouais. Tu dis, mais il faudrait installer Windows. Windows, une fenêtre sur le monde. D'accord? Et savoir surtout la fermer. La fenêtre. Donc les gens, ils passent leur vie à essayer de bricoler, d'accord? Pour économiser 4000 €, il amène 2 Roumains, des câbles électriques qu'il a achetés chez Brico-Arma, ouais. Il dit, allez-y, mettez-moi le courant. Après, le mec, il comprend pas, ça saute, ça truc. Il allume la lumière, il y a de l'eau qui coule par les lustres. Faut que je rappelle Vladimir. Ben, Vladimir, il est mort. Il est reparti en Slovénie. Après, tu ramènes le bon petit français, là, NF, 19 000 €. Le mec, il dit, écoutez, moi, monsieur, moi, je répare pas, moi, je refais tout. Et après, tu viens 119 ans après, et ça marche. Et ça marche. Le mec, il t'a fait le travail.
Tu dis, j'aime pas, moi, j'aime pas me faire rouler. Mais t'as pas compris, réparer, ça coûte plus cher que de faire bien. Mais encore une fois, tu sais pourquoi? Parce que ton jeu, il est avant ton vœu. Je connais, moi, je connais des gens. Moi, je paye pas les PV, moi, je suis cousin du commissaire. La maison, ils te l'ont pris avec des hélicoptères. Ils t'ont prélevé un bras. Parce que tu n'as pas écouté le 613e commandement. Du coup, tu es obligé de saisir. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que toute la vie, c'est le machal de la spiritualité. Et quand les gens ne veulent pas étudier la spiritualité dans la Torah, on leur explique la spiritualité dans la vie. Le problème, c'est que la spiritualité dans la vie, elle laisse des cicatrices. Parfois profondes. Alors que quand tu apprends la spiritualité dans la vie, dans la Torah, bon, c'est des cas. Quand on dit Zaken, c'est Kana Chokma. Zaken, ouais, ça veut dire vieux, et ça veut dire aussi Racham, ça veut dire quelqu'un d'intelligent. Zaken, Zé, Kana Chokma. Celui-là, il a acquis la sagesse. Alors moi, j'avais expliqué ça à l'époque à Raveman. Il m'a dit que c'était nul, mais bon, je garde l'idée. C'est que, normalement, quelqu'un qui a vécu 6 ans d'expérience, il n'a pas la même maturité que quelqu'un qui en a vécu 2. Maintenant, quand tu fais des cas de Gemara l'un après l'autre, ben chaque cas, si tu le prends à cœur, tu l'analyses comme si c'était le tien. C'est comme si tu avais vécu une expérience. Donc celui qui a fait 8000 cas de Gemara dans Babakama, quand il rentre dans la réalité, il a eu 8000 cas de recul. Donc il les zaken, puisqu'il a eu l'expérience sans avoir besoin de la réalité. Mais l'intention, ça ne donne pas la maturité, mais ça donne le recul. Après, du coup, quand tu vas rentrer dans la réalité, tu rentres dans la réalité avec du recul. Donc tu n'es pas pris dans le piège de la précipitation, de la non-réflexion, de la non-théorie, de la non-connaissance. Donc tu arrêtes de casser et de réparer, parce que tu as assez de recul pour dire ça c'est un cas comme ça c'est un cas comme ça c'est un problème d'argent, ça c'est un problème de nerfs, ça c'est un problème de famille, ça c'est un problème d'ego. Tu sais définir les choses. Si tu ne sais pas définir les choses, tu te réveilles après la kata, tu te dis attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu un tsunami, ma femme est partie avec les gosses, l'argent il est parti avec l'associé, la société finalement, il m'avait dit 50-50, mais il ne l'a pas mis dans les papiers, ouais. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, papa? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ton jeu, il était prioritaire. C'est ça la modestie. La modestie, c'est pas d'être une serpillière. Ouais. La modestie, c'est de connaître sa place. Mais alors, si tu es hyper balèze, la modestie, c'est d'être à ta place. Si tu es moins balèze, la modestie, c'est d'être à ta place. Donc, on raconte cette histoire. Il y avait 3 rabbins qui étaient dans une carriole. Vous savez cette histoire, non? Non? Alors le premier rabbin, il dit, écoutez, quand je suis en présence de vous deux, je vois ces 2 lumières, vraiment, je sens que je suis rien. Le deuxième, il dit, mais comment il peut dire ça sur lui alors que c'était le plus fort de la yeshiva? C'est moi, quand je vous vois les deux, j'ai compris que je suis la poussière des poussières. Le troisième, il dit, mais enfin, c'est pas possible. Vous êtes 2 géants de la Torah, quand je vous entends parler comme ça, mais je sens que je n'existe même pas. Et à ce moment-là, le cocher qui est en train de les écouter comme ça, il se retourne. Il dit, mais attendez, mais si vous pensez que vous êtes rien, et vous pensez que vous êtes de la poussière, et vous pensez que vous êtes zéro, alors moi, que je suis moins que rien. Alors les 3 rabbins, ils se regardent, ils disent, mais pour qui il se prend celui-là? Ça, c'était une histoire du rabbin Citrux, ça, très belle. Et ça veut dire quoi? Vous avez compris maintenant. Qui dit le Horachaz, Rav Simcha Zissel, qui n'est pas de Tlemcen. Il dit, mi iten venitragel bemidat asevel. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Oh, c'est pas possible. Ça fait 1h30 là, quoi? Non. Ça fait 1h10 qu'on parle. 1h03. Ah, j'ai la vidéo, moi. Tricheur. Je viens d'être très loin. Hein. Bon. Vous avez encore un quart d'heure ou vous êtes épuisé? Parce que là, je n'ai pas vraiment commencé le cours. Bon. Donc, non, c'est une mise en chauffe. Et vous savez, les diesels, il faut faire chauffer les... Mi-ten venitragel bemidat asevel. Il dit, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on puisse s'habituer à la qualité de sével, de patience? Shiu shoresh kol hamaralot, que c'est ça la racine de toutes les qualités. Et Rav Wolbe, il donne aussi la définition. Il dit comme ça. Moi, je vais vous dire directement en français. Le patient, c'est quelqu'un qui porte une charge très très lourde et qui, malgré ça, continue à avancer. D'accord? Il dit, Anachnu ro'im ou shom'im, nous voyons et nous entendons, dvarim meshunim, des choses différentes de nous-mêmes. Ou mamshichim liot chaverim tovim, et nous continuons à rester des bons amis. Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que le patient, celui qui est patient, c'est celui qui porte le poids. Parce qu'il a un poids énorme. C'est quoi le poids de l'homme? C'est quoi le poids? C'est l'autre. Vous me suivez ou non? Parce que se déplacer rapidement, sans tenir compte de l'autre, c'est très facile. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui tiennent tellement compte de l'autre, du point de vue de l'autre, du regard de l'autre, de la personnalité de l'autre, de la présence de l'autre, du charisme de l'autre. Du coup, ils ne bougent plus. Paralysés comme le lapin devant les phares de la Mercedes. Il attend d'être écrasé. D'accord? Mais ici, c'est marqué, un homme, il doit porter le poids et avancer. Porter le poids, c'est accepter la différence de l'autre. Comme le rôle. Vous savez, à l'époque, quand vous alliez à la campagne, vous rentrez dans la grange, comme ça, pour visiter un peu, et vous voyez le joug là, du cheval. Vous vous rappelez de ça, là? Des trucs énormes, qui pesait 40 kilos, en bois, en chêne, avec dessus du cuir pour pas que ça arrache la peau. Tu t'imagines que le cheval, pendant 20 ans de vie, il avait ça sur la tête, et qu'avec ça, il labourait le champ, il tirait. Mais ça pèse un poids. Ça s'appelle le joug. Le joug. J-O-U-G. Ça fait mal. Déjà, quand toi, tu as pris un bac d'eau, tu t'arrives chez toi, tu te dis, Thomas, je ne suis pas mort hier. Ouais. Lui, pendant 20 ans, il a porté ça à 40 kilos comme ça. Ok, c'est un cheval, il est balèze. Ok, bon. Mais quand même, c'est lourd. Ça s'appelle le joug. Maintenant, le joug, il sert à quoi? Il sert à comprendre le poids de la responsabilité, ouais, et en même temps, il sert à te diriger. Maintenant, vous verrez que les gens qui n'ont pas de direction ou qui sont très très légers, c'est souvent des gens qui n'ont pas pris le joug. Maintenant, le joug du mariage, le joug parental, le joug professionnel, le joug de la responsabilité de rembourser la dette, tu portes le joug. Maintenant, il y a un autre langage pour dire le joug, c'est le rôle. C'est le rôle du père, le rôle de la mère. Vous n'avez pas joué votre rôle de juif. Vous êtes juif, portez votre rôle de juif. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours dérangé dans la langue française. C'est qu'on dit, avez-vous joué votre rôle? Peut-être tu viens à l'école, tu es convoqué au commissariat parce que ton fils a fait une bêtise. Et le flic vous dit, si vous aviez joué votre rôle, on n'en serait pas là. Et toi, tu as beau te dire, la situation est grave, mais quand même, tu dis, mais pourquoi il est en train de me parler de cinéma, lui? Avez-vous joué votre rôle? Mais je ne suis pas un acteur. Alors, je vous donne le secret. Le rôle, quand tu ne veux pas te l'imposer, tu vas être obligé de le jouer. Donc, celui qui joue le rôle, c'est parce qu'en fin de compte, il ne veut pas assumer le rôle. Parce que le rôle et le rôle se ressemblent. Et rôle au féminin, rola. On l'a rola. D'accord? Je suis obligé d'introduire un certain nombre de mots en anglais. C'est une prérogative du ministère de l'intégration française. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, c'est pas vraiment en anglais. En tout cas, c'est sûr que ça va être bientôt la langue française. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire... Non, j'exagère. Mais comme dit Marine, il ne faut pas se voiler la face. Donc, qu'est-ce qui est marqué? C'est marqué que le savlan, c'est celui qui porte. D'accord? Comme même en hébreu, on dit « Nose be'ol chavero ». Ouais, dans Pirkei Avot, dans les 48 midot qu'il faut pour être capable de recevoir la Torah, il y en a une des 48 qui s'appelle « porter le joug de l'autre ». Alors d'accord, maintenant, porter le joug de l'autre, en français, ça s'appelle la solidarité. C'est-à-dire, tu vois un gars qui est en train de crever sous sa charge, tu l'aides. D'accord? Tu vois que l'autre, il n'a pas le moral, oh, tu lui injectes un peu de simra. Tu vois qu'il a un petit problème d'argent, tu dis, bon, allez, je te prête pour 6 mois. Tu es nocé berol chavero, d'accord? Tu portes le poids de l'autre. Maintenant, on sait qu'un poids qui est porté à deux est toujours moins lourd. Pas parce que le poids est divisé, mais parce que quand tu sens la solidarité de l'autre, tu n'as plus le mal-être de la solitude de la souffrance. Et la solitude de la souffrance, c'est elle qui augmente le poids de l'objet. Par contre, la joie de la solidarité, elle rend léger. C'est pour ça qu'il faut toujours donner un coup de main. Il faut toujours que ta femme, elle sente que tu es disponible. Il faut toujours que ton mari, il sache que tu es prêt à tout. Maintenant, même si tu fais rien, le fait que l'autre sache que tu es disponible, déjà, ça soulage. Mais si à chaque fois que tu appelles, je n'ai pas la tête, tu me saoules, fais-le toi-même, chacun son rôle, crève, étouffe-toi, toi et ta race. Tu dis quand même l'avantage d'habiter un étage élevé. Ça offre des solutions.
Le alenu. Ouais. Ben, c'est ça l'idée. Le savlan, il porte le poids. No sebeol chavero. Moi, j'ai dit un jeu de mots. C'est pas no sebeol chavero, tu portes le poids de ton ami. C'est no sebeol, 2 points, chavero. Le hal, c'est chavero. D'accord? Maintenant, quand toi, non seulement l'autre ne te pèse pas, ne t'étouffe pas, ne te fait pas un effet laxatif. Parce qu'il y a des gens, moi j'ai dit, il y a des gens, j'ai dit, il faut vous reconvertir dans la thérapie de la constipation. Parce que dès que vous arrivez, les gens règlent leurs problèmes de transit. Mais ils font vraiment tout le monde. Dès qu'ils arrivent. Des fois, tu vois le numéro, tu dis, oh, il faut que j'aille aux toilettes. Le nom qui apparaît, et hop, ça provoque un truc, mais je ne sais pas comment ça marche. Est-ce que c'est les ondes? Est-ce que... Je ne sais pas. Mais en tout cas, le gars, il court aux toilettes. C'est incroyable. Je dis, mais laisse tomber la finance. Lance-toi dans la thérapie de la constipation. Tu vas gagner de l'argent. Ça s'appelle porter le poids de l'autre. Et bien, bizarrement, le poids de l'autre, il pèse parce que tu ne veux pas le porter. Mais quand tu veux le porter, ouais, quand tu as Ahavat Israël, que tu as Ahavat Azoulat, tu aimes l'autre, tu veux te rapprocher de l'autre, tu veux faire plaisir à l'autre, ouais, justement parce que tu as fracassé ton moi, parce que tu t'es remis en cause, parce que tu as compris que le nous, il est plus important, et bien d'un seul coup, non seulement de porter l'autre, ça ne te pèse pas, mais en plus, ça t'allège. Pourquoi? Parce que tu as une mission. Vous me suivez ou non? L'autre, il gère 10 000 enfants dans 4 orphelinats. Il ne dort pas la nuit, il n'est jamais fatigué. Pourquoi? Parce que celui qui aime son travail, il n'est pas fatigué. Il y a des gens que dès le matin, ils sont fatigués. Moi, je les vois partir au travail avec une énorme Magen David en bois comme ça. Énorme. Ils ont la fougère, la ronce. Et ils marchent. Ça s'appelle le chemin de la Magen David. C'est très connu, ça. Ça a été repris il y a 2000 ans par un gars de chez nous qui a mal tourné. Pourtant, il aurait pu devenir boulanger parce qu'il est né à Bethléem. Bon. Des fois, la destinée, hein, c'est pas des choses qu'on comprend. C'est des phénomènes de la vie. C'est comme mes parents, par exemple, ils sont mariés le même jour. Il y a des trucs comme ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne, elle porte un poids. Mais c'est elle qui l'a rendu lourd, ce poids. Parce que rappelez-vous cette phrase célèbre de Ben Sheprit, qui avait dit que le poids d'un objet dépend de la motivation que tu mets à le porter. Donc si la vie te pèse, si l'autre te pèse, si le travail te pèse, c'est parce que tu n'es pas motivé. Alors t'as qu'à te motiver. Tu te motives. Et c'est quoi tu te motives? C'est que tu mets ton jeu de côté, parce que c'est le jeu qui se plaint, c'est le jeu qui râle, c'est le jeu qui trouve que c'est pas normal, c'est le jeu qui dit qu'il n'en a pas assez, c'est le jeu qui pense qu'on l'exploite, c'est le jeu qui se vexe, Mais quand tu mets le jeu de côté, ça s'appelle Messirut Nefesh, il n'y a que le vœu. Le vœu, il est infatigable. Le vœu, il est increvable. Le vœu, il est beau. Le vœu, il est bon. Le vœu, il est intéressant. Le vœu, il est kiffant. Tous les meilleurs cuisiniers du monde vous le diront. La meilleure recette, c'est la faim. La faim, F-A-I-M. Quand tu as faim, c'est bon. Tu dis, attends, mais alors attends, à quoi ça sert de faire des écoles de cuisine, des masterchefs, il suffit d'avoir faim? Bah oui, t'as raison. Donc si toi, tu sais susciter chez l'autre la faim, tout ce que tu vas lui donner, c'est bon. Mais si tu l'écœures, il n'a plus faim. Tu peux lui donner les meilleurs plats du monde. Il n'a pas faim. Ça s'appelle la routine dans un couple. Ça s'appelle la fatigue de la vie. Ouais. Ça s'appelle Netflix. C'est une maladie comme ça. Toute ta vie, c'est devenu une saga. Même toi, tu dis à ta femme, c'est quoi le prochain feuilleton? Tu dis, attends chérie, je ne fais pas une chaîne de télé. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est ça. C'est que si moi, j'ai compris que la différence de l'autre, c'est pas un poids, c'est un tremplin. Ouais, que la confrontation, en vérité, c'est pas que je vais aider l'autre à exister, c'est que je vais révéler chez moi des facettes de moi qui n'existent que grâce à la résonance de l'autre. C'est-à-dire que comment tu as appris la patience? Grâce au nerf de l'autre. Comment tu as appris la communication? Parce que tu voulais te faire comprendre. Comment tu as compris la montée? Parce que tu as ressenti le manque.
Comment tu as compris le remerciement? Parce que tu as ressenti la bonté. Donc tu vois bien qu'on a besoin de l'autre. Et c'est la seule manière d'aller au monde futur. C'est pour ça d'ailleurs que le Rambam, il dit là-bas, au début des Mishnah de PA, que Hachem, il est plus attaché aux mitzvot envers les autres qu'envers soi-même, envers Dieu. Alors, tu vas dire, oui, alors à ce moment-là, ok, alors les humanistes, ils ont tout compris, les tolérants, les coperniqueurs, tout ça, ils ont tout compris. Non. Évidemment que les mitzvot envers Hachem, il faut les faire. Alors pourquoi est-ce qu'on t'a dit que les mitzvot envers l'homme, elles sont prioritaires? Tu sais pourquoi? Parce que c'est comme si les obligations envers l'homme, elles deviennent l'apprentissage des obligations envers Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu fais du bien à l'autre, tu dois faire du bien à la partie de Dieu qui est dans l'autre. Ça s'appelle le Tsem Elokim. Donc c'est toi qui dois percevoir Dieu dans l'autre. C'est-à-dire que toi tu dis j'aide une Neshama, j'aide une personne, j'aide une valeur, d'accord? J'aide la mère de mes enfants, j'aide le père de mes enfants, celui qui donne toute sa vie pour nous. Je respecte mon père et ma mère pour tout ce qu'ils ont fait, d'accord? Donc en fin de compte, qu'est-ce que tu fais toi? Tu vas toujours chercher l'intériorité des choses, l'intériorité de l'être, ouais? Et ça c'est la spiritualité. Parce que la spiritualité, ce sont les règles qui permettent de fonctionner dans la dimension invisible de la réalité. Dans la dimension visible s'appelle la science. Mais la dimension invisible s'appelle la spiritualité. Maintenant, tu ne vois pas comment les kéfénines, ils ont une influence. Tu ne vois pas pourquoi en sortant du mikvé, tu es plus pur qu'en rentrant. Ouais. Tu ne vois pas pourquoi la souka, elle t'entoure de lumière. Tu ne sais pas pourquoi le jeûne, il te rapproche de Dieu. Ok, bon. Tu ne comprends pas tout, c'est pas grave. Il y a certains endroits où on croyait que c'était de la sorcellerie, en fait c'était radioactif. Ils ont mis du temps à comprendre. D'accord? Donc maintenant, toi, tu sais que la spiritualité, elle a ce pouvoir-là. Mais pour réussir à obtenir l'intériorité de la spiritualité, à Aodon Kolo, à nouveau, il va falloir enlever le jeu. Parce que En Torah Niknit et la Bemishememitatsmo Alea, la Torah ne s'acquiert que c'est celui qui tue son jeu. Maintenant, si toi tu étudies la Torah en essayant de trouver comment la Torah confirme ce que tu penses, et si tu es fier de dire que Moshe Rabbeinu a eu les mêmes pensées que toi, tu as juste un petit problème chronologique, que tu as mis le film à l'envers. Ouais, mais c'est dommage. C'est dommage. Parce que si tu vas imposer ce que tu sais, d'accord, tu vas le faire au détriment de ce que tu aurais pu apprendre. C'est vrai qu'il y a des gens qui veulent absolument monopoliser la conversation, ils se mettent au milieu de tout le monde, dans la famille, dans la fête, dans le truc, puis ils parlent tout le temps, et quand quelqu'un dit « ouais, je connais, moi aussi je l'ai vécu, moi aussi je l'ai fait, Pourquoi ils veulent tellement monopoliser? Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien dedans. Et ils espèrent que dans le mouvement créé par leur augmentation d'action, on ne se rend pas compte qu'il n'y a personne dedans. Bah oui, parce que le clown, quand il rentre dans sa loge, il pleure. Mais toi, tu n'as pas à jouer un rôle, toi. Toi, tu dois assumer ton rôle. Ouais. Maintenant, l'école d'assumer le rôle, ouais, ça s'appelle la responsabilité. Ça s'appelle l'obligation. Ça s'appelle le devoir. Et bien, bizarrement, quand les gens, ils accomplissent leur devoir, ils deviennent plus forts. Mais quand les gens, ils trouvent un système pour éviter d'avoir à assumer, ils deviennent de plus en plus faibles. Après, ils deviennent susceptibles, après, ils deviennent aigris, après, ils deviennent haineux, après, ils deviennent méchants, après, ils deviennent parano, après, ils deviennent obsessionnels, après, ils ont des tocs, ils vérifient 44 fois que la porte, elle est fermée, bien que c'est une fenêtre. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont fait la dérive du jeu. C'est pour ça qu'on doit avoir un système autorégulateur. Comment il s'appelle le système autorégulateur? Vous savez ou non? La remise en cause. Alors je vais finir en expliquant qu'est-ce que c'est la remise en cause. Vous savez ce que c'est, vous parlez français, mais c'est pas grave. Vous allez voir comment c'est un concentré de dizaines d'enseignements. Il y a ce qu'on appelle la cause. La cause, c'est quoi? C'est la loi de causalité. D'accord? La cause entraîne la conséquence. Donc si vous voyez la balle qui bouge, c'est qu'il y a quelqu'un qui a tapé dedans. Si vous voyez un gars qui est brûlé au 4e degré, c'est pas parce qu'il a pris une douche. Ok, la cause, la conséquence. Ok. Maintenant, ça s'appelle la loi de causalité. Et ça, c'est la cause. Et ça, c'est une base de la croyance. Parce que quand tu dis cela est à cause de cela, qui est en soi à cause de cela, à cause de cela, à cause de cela, quand tu remontes à la cause première, ça s'appelle Sibat Sibot. La cause des causes, c'est Dieu.
Donc en fait, celui qui ne croit pas à la causalité ne croit pas en Dieu. Parce qu'il ne croit pas que Dieu il a la cause de tout. Ça va toujours? Super. Maintenant, c'est facile quand tu vois la cause et la conséquence et que tu es étranger au phénomène, tu deviens spectateur. Mais tu passes à un niveau supérieur, c'est quoi? Ça s'appelle la Emouna. C'est quoi la Emouna? La croyance, c'est d'accepter que je suis concerné par la réalité qui est devant moi. On appelle ça en français la mise en cause. La mise en cause, ça veut dire on m'a pris, on m'a mis à la place de la cause. Tu vois la conséquence? Ok. Tu sais où est la cause? La vérité, je ne vois pas. J'arrive pas à comprendre. Bah, vu que tu étais seul dans la voiture et que la voiture a brûlé un feu rouge et qu'elle est rentrée dans la bagnole et qu'elle l'a coupé en deux et que c'est toi qui conduisais, je pense que tu es la cause. Moi? Moi, je suis la cause? Oui, puisque tu es mis en cause. D'accord? Alors là, je vais vous faire une thérapie express. Pourquoi les gens, quand ils sont mis en cause, ils se sentent mal? Ils disent, ouais, voilà, je suis encore mis en cause. Voilà, c'est encore à cause de moi. Ah ben, j'en ai marre de tes cours. Chaque fois, tu nous culpabilises. Tu nous angoisses. Tu es anxiogène. Pendant des mois, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais pourquoi j'angoisse les gens, moi? Ah, j'ai compris une chose. C'est que, comme les trois quarts des gens n'ont pas compris que quand tu es mis en cause, ça veut aussi dire que la chose, elle dépend de toi. Maintenant, pourquoi tu as pris la dimension péjorative de la mise en cause, au lieu de le traduire en, eh ben, les choses sont entre mes mains. Donc, puisque je suis la cause, je peux trouver la solution, puisque ça dépend de moi. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait, toi? Toi, tu as pris la mise en cause en tant qu'accusation. Tu sais pourquoi? Parce que tu fuis. Tu fuis la cause. Tu veux pas être la cause. Mais je te dis que tu es la cause. C'est ça la liberté. On le dit en anglais, because. Sois la cause. Toi, tu dis, je veux pas être la cause. J'en ai marre, je veux pas être la cause. Je veux toujours que ça soit à cause de l'autre. À cause de toi. Mais non, c'est toi la cause. C'est toi la cause. Maintenant, être la cause, c'est quoi? C'est d'accepter que je suis la cause. Comment on appelle le sentiment d'acceptation qu'on est la cause? En français, comment ça s'appelle? La responsabilité. Monsieur ou non? J'accepte que je suis la cause, ça s'appelle la responsabilité. Maintenant, si la cause, c'est la loi de causalité, et la mise en cause, c'est le sentiment de responsabilité, alors qu'est-ce que c'est la remise en cause? Genre, tu remets en vente la cause? C'est quoi c'est répéter, remettre, Hazar, Adar, Amar. Ouais, c'est quoi ici? Si déjà la cause, c'est la causalité, si la mise en cause, c'est que j'ai accepté que je suis la cause et que j'ai déjà la responsabilité. Donc c'est quoi la remise en cause? C'est la perpétuité du sentiment de responsabilité. Oui, non, oui, non. Comment ça s'appelle en français? La maturité. La maturité, c'est la perpétuité du sentiment de responsabilité. C'est pour ça que les gens immatures n'arrivent pas à se remettre en cause. Je sais, vous pensez à quelqu'un d'autre, mais concentrez-vous sur vous. Parce que le coiffeur ne peut pas shampouiner quelqu'un qui n'est pas là. Même s'il a la volonté là. Ouais. Chacun, il se shampoine au shampoing du coiffeur. Et c'est bien. Des fois, je reçois des couples et tout. Alors, je dis un truc. Alors, le gars, il dit, Rav, vous pouvez répéter? Je sais pourquoi il est sourd. Elle est sourde. Genre, non, mais je veux bien qu'elle entende 2 fois. Parce que ça fait des années que je lui dis, mais elle ne m'écoute jamais. Tu sais, moi aussi, j'ai beaucoup parlé avec ma femme. Et des fois, elle venait d'un cours, elle me disait, rien, tu sais, le Rav, il a dit ça. Moi, je la regarde comme ça. Elle me dit, oui, je sais que tu me l'as dit pendant des années. Je dis, béhémeth. Ça me dérange pas. Ce qui compte, c'est que tu le saches. Non, tu le sais par moi, tu sais que par quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Parce que si je veux que tu le saches par moi, ça c'est de l'orgueil. Mais si je veux que tu le saches, ça s'appelle la recherche de la vérité. Et encore une fois, ton vœu, il est plus fort que ton jeu. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant? On est en train de dire que le régulateur qui va me permettre de me recadrer, quand je suis sorti un petit peu, parce que moi je vous ai parlé pendant 1h30, qu'il faut garder ce cap-là. Mais ce qui permet de recadrer au cas où on est sorti, c'est la remise en cause. On appelle ça la souplesse. Ouais. La fluidité existentielle. D'accord? Hop, tu t'adaptes. Hop. D'accord? Tu viens énervé, tu vois qu'elle est fatiguée, tu oublies tes nerfs. Ouais. Tu viens
Tu vois qu'elle est contente de ce qu'elle a acheté, ok, c'est un peu cher. Eh ben, pas grave, tu penses à l'accouchement, tu dis, allez, elle s'est fait plaisir, grâce à Dieu. Ou tu dis, non, c'est pas pour l'argent, c'est pour le principe. Eh ben, heureusement qu'elle accouche pas des principes. Elle accouche des bébés. Alors, quand elle a acheté des bottes un peu chères, eh ben, ça te fera une belle jambe. Tu me diras, vous êtes trop cool. Je sais, on m'appelle le camembert. D'accord? Ben, c'est pareil. Si ton mari il est un peu fatigué et tout, attends qu'il prend la douche, qu'il se détend. Tu lui amènes son petit Rabbi Yitzhak Daniel avec 2 glaçons. Jacques Daniel. C'est la première fois que j'explique une blague en 8 ans. D'accord? Donc, alors. Et quand il est détendu, il a pris sa douche, tu lui as fait le petit massage, il a vu son Jacques Daniel, il est bien. Et là, tu viens, tu lui dis, chérie, il y a une promo sur les croisières aux Seychelles. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais bien sûr, mon amour. Mais si le pauvre, il est fatigué, il est énervé, il a eu 3 queues de poisson, il a eu un défaut de paiement de 1 million d'euros sur son plus gros client, et son patron lui a dit, demain, tu prends tes affaires, tu te casses. Et il ouvre la porte, et il se retrouve avec le prospectus des Seychelles sur la gueule, comme ça. Il va dire, mon amour, laisse-moi. Non! Tu m'avais promis pour les 30 ans de mariage. Ok, mais ça fait 6 ans qu'on est mariés. Et alors? De toute façon, tu es toujours en retard. C'est pas grave si on s'y prend l'avance. Ouais. T'as compris maintenant. La remise en cause. D'accord? Donc, c'est ce qui était marqué ici. Que l'homme, il doit s'habituer à regarder l'autre comme l'autre se regarde. Mais surtout, il doit éviter ce que les gens font. De quoi? De se regarder lui-même. D'accord? Les gens qui refusent de se regarder avec les yeux de l'autre. C'est regarde comment l'autre te regarde. Ouais. Et si l'autre a des qualités, eh ben dis-lui. Et si l'autre il pense qu'il a raison, c'est pas grave. Eh ben si ça lui fait plaisir. Et si l'autre il pense qu'il a des qualités, eh ben confirme-le. Colle à cavote. Tu sais quoi, tu cuisines très bien. Ah, la maison elle est super bien rangée. Ah, mon amour, bravo pour ton projet. Ah, ce que tu as réussi à faire au travail, je suis fier de toi. Et qu'est-ce que ça peut te faire? T'as peur de quoi? Une fois j'ai dit ça à quelqu'un, il m'a dit ouais mais elle va être trop heureuse. Un concept comme ça de trop heureux. Heureux, je connais, tu vois. Mais trop heureux. Je la connaissais pas, celle-là. Non, c'est pas grave. Tu rentres, tu dis, ma fille, mon amour, tu es belle. Toi aussi, tu dis, ah chérie, oh, il te va bien le costume. Oh, c'est magnifique. Oh, t'as pris une douche. Léna. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? Je suis obligé de donner des exemples qui sont quand même concrets. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est ça. C'est qu'une personne, en fin de compte, elle a compris qu'en face d'elle, elle a un porteur d'Hachem. Et par rapport à ça, elle va faire. Donc, de la même manière que les tefilines, je les respecte, le Sefer Torah, je fais attention, je l'embrasse. De la même manière, ma femme, mon mari, mes enfants, mes parents, les opportunités qui me sont données, en fin de compte, ce sont des morceaux de Dieu qui se présentent à moi. Maintenant, quand moi, je les regarde pour eux-mêmes et non pas pour moi, ça veut dire que je mets Dieu en priorité par rapport à moi. Quand je mets Dieu en priorité, il ne faut pas avoir peur. Parce que prendre la place de Dieu, encore une fois, n'ayez pas peur, on n'y arrivera pas. Mais à part ça, c'est qu'à ce moment-là, entre guillemets, puisque j'ai mis Dieu en priorité, j'oblige Dieu à devenir partenaire de mes choix, et partenaire de mes actions, et partenaire de l'ambiance à la maison, et partenaire de la conception de mes enfants, et partenaire de l'éducation. D'accord? Donc toute la vie, comme j'ai mis le vœu qui vient de l'âme en priorité, c'est comme si j'ai mis Dieu dans mon choix. Donc quand je dis si Dieu veut, d'accord, ou quand je dis je veux, mais en pensant que Dieu il est prioritaire, en fin de compte, j'ai vendu 51% des parts à Hachem dans le business. Ouais. Et moi, je vais être gentil avec ma femme parce que la Torah, elle a dit Ve'afta l'iracha kamocha. Et moi, je vais respecter mon mari parce que la Torah, elle a dit Kaved. Ouais, respecte l'autre. Parce que c'est écrit dans la Torah. Et moi, je vais être honnête, pas parce que c'est un réflexe civique naturel. Non, c'est parce que la Torah, elle a dit l'otixol. D'accord? Et moi, je vais tourner la tête quand la femme du voisin, elle va sortir à moitié nue, parce que c'est marqué l'otachmod et chetreacha. Je me détourne. D'accord? Je ne convoite pas la femme de mon voisin. Qu'est-ce que j'ai fait en vérité? J'aurais pu le faire parce que je suis intelligent. J'aurais pu le faire parce que j'ai un esprit. J'aurais pu le faire parce que j'ai une conscience. J'aurais pu le faire parce que j'ai un sens civique. Je le fais parce que Dieu l'a demandé. Et bien, quand je le fais parce que Dieu l'a demandé, ouais, je mets la volonté de Dieu avant la mienne. Ouais, et comme la volonté de Dieu, elle est comme la volonté de la Neshama, elle est infinie. Donc mon projet, il devient infini.
Mais si je rationalise la Torah en pensant que c'est un ensemble de règles civiques, c'est un manuel de soutien psychologique, c'est un manuel sanitaire qui permet, grâce à la cache-route, un équilibre de la nutrition de bio en bio, d'accord ? Grâce au mikvé, eh ben, d'éviter plein de maladies, grâce à la Mila, d'éviter des soucis de trucs, c'est dommage. C'est dommage parce que en rendant la Torah humaine, tu lui as enlevé sa dimension divine. Juste parce que tu es en concurrence, que tu n'aimes pas être surpris par autre chose que par toi. Ben laisse la Torah te surprendre. Étudie-la. Ouais. Et laisse les gens que tu aimes te surprendre. Tu vas les admirer. Et laisse le business te surprendre. Comme ça, tu ne tomberas pas dans la routine. Ouais. Et laisse-toi te surprendre. Comme ça, l'année prochaine, tu seras meilleur que cette année. Donc, il faut prendre des surprises. Mais des surprises encadrées, qui sont motivées par une volonté très forte et très puissante. Ça s'appelle la motivation de faire le bien. Et à ce moment-là, la vie, c'est le bonheur. C'est the bonheur. Ta famille, c'est the couple. Je suis obligé, j'ai 5%. D'accord? Donc, tu as compris l'idée ou non? Voilà. Donc, Hachem, il fasse que ces quelques mots, ils soient un mérite pour, j'ai oublié, Avram ben Kouka. Qu'Hachem élève sa neshama parmi les tzadikim Israël. Et j'ai dit tout à l'heure aussi, bon, pour mon père aussi, Avram Shimon ben Simcha, Eliyahu ben Aïcha, Israël ben Aïcha, et aussi pour le Rav Chaim Rosenberg, Rav Chaim Zvi Rosenberg, Zal, qui a été enterré hier soir à Yerushalayim, qui était une sommité de la Torah. Pour ceux qui l'ont connu, peut-être vous avez vu son Daf Yomi, mais c'était quelqu'un qui connaissait le chasse à 20 ans, et en plus qu'il était Talmid Chacham, et en plus qu'il a souffert toute sa vie, de la maladie, des trucs, et en plus de ça, il était normal. Un homme normal. C'est rare. Tu vas voir quelqu'un qui est normal, qui n'est pas schizophrène, qui n'est pas fou, qui n'est pas complexé, qui n'est pas parano, qui n'a pas l'impression que tu veux lui bouffer sa place. Il est normal. Voilà. Qu'Hachem élève sa neshama parmi les tzadikim. Chazak u'baruch.